Côte d'Ivoire, le paludisme demeure un problème de santé publique. Il constitue la première cause de morbidité avec 43% des motifs de consultation dans l'information sanitaire selon une étude réalisée en 2010. Cette tendance aujourd'hui est en nette régression grâce aux actions des autorités. On a eu plus de 2 millions de cas de l'année 2012. Aujourd'hui, on a moins de 1 800 000 cas à la fin de l'année 2014. Il y a une vraie progression. Et aujourd'hui aussi, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a une possibilité de savoir si on a le paludisme ou pas. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme invite les populations à dormir sous des moustiquaires imprégnés et à garder leur cadre de vie sain. Et lorsque nous avons une fièvre, de se rendre dans l'hôpital le plus proche, de confirmer le cas de paludisme et de traiter. Les professionnels du secteur de la santé soulignent que malgré les nombreux organismes et institutions nationaux et internationaux de recherche sur le paludisme qui existent dans le pays, les résultats des différentes recherches sont méconnus du grand public. Cette troisième édition du colloque scientifique sur le paludisme, qui se tient à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody, vise à informer les populations et la communauté scientifique sur les avancées de la lutte contre le paludisme. Vu le poids du paludisme sur le système de santé, le poids du paludisme sur l'économie de notre pays, il faut que de façon régulière, toute la communauté scientifique s'interroge pour voir quelle contribution pertinente apporter à la résolution de ce problème. Malgré les avancées notables constatées au niveau mondial, l'Afrique au sud du Sahara reste la partie la plus touchée par cette maladie. En 2012, sur 207 millions de cas enregistrés au niveau mondial, 166 millions, soit 80%, ont été notifiés en Afrique. De plus, l'Afrique concentre 90% des 627 000 décès mondiaux dus au paludisme, dont 77% de décès concernent les enfants de moins de 5 ans. Ces 38 élèves que voici constituent la troisième promotion de bacheliers boursiers sélectionnés sur l'ensemble du territoire ivoirien par le programme d'excellence dans le secteur du pétrole. Initié par Adama Tounkara, ministre du Pétrole et de l'Énergie, ce programme va permettre à ces nouveaux bacheliers d'être formés dans des universités aux USA, au Royaume-Uni, au Canada et en France. Le président Ouattara nous apprend que le meilleur investissement, c'est la formation, c'est l'éducation de nos jeunes. C'est pour cela que nous avons repris le programme de formation des jeunes Ivoiriens qui partent aux États-Unis et un peu partout dans le monde, mais qui nous reviennent très bien formés. Venus accompagner leurs enfants, les parents expriment leur reconnaissance au gouvernement et au ministre Adama Tounkara. Je suis très contente au début, je ne croyais même pas. Je pensais à une anarque, mais vraiment au fil du temps, j'ai vu que ça s'affinait. Je suis vraiment très heureuse parce que je n'aurais même pas pu payer, moi personnellement, ces études-là à ma fille. Et je pense que vraiment elle en profitera, elle fera de bonnes études. Ces jeunes Ivoiriens qui sont appelés à être des élites dans les métiers des hydrocarbures promettent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je compte maintenir la confiance que le ministre a mis en moi en continuant dans cet élan d'excellence et en permettant aussi à d'autres, pourquoi pas à d'autres élèves de pouvoir me rejoindre là-bas. Depuis son lancement en 2012, ce sont plus de 100 bacheliers qui ont bénéficié de ces bourses d'études. Parmi ces élèves, 9 iront aux USA, 15 au Royaume-Uni, 9 au Canada et 5 en France. Le premier départ est prévu pour le 24 avril, le second le 28 avril et le troisième le 7 mai prochain. En dépit du potentiel énorme qu'elles offrent, les technologies de l'information et de la communication, TIC, souffrent toujours de la faible représentation de femmes. Peu de jeunes filles s'orientent vers les cursus universitaires menant au métier de l'information et de la communication. Les femmes s'orientent sur d'autres métiers, alors que ce qui booste la vie aujourd'hui, c'est les TIC. Les TIC sont en effet une occasion pour les femmes de s'exprimer, de concilier famille et travail et de prendre une place plus importante dans la société en général. Les différents panels animés ont permis aux initiateurs du forum de présenter les défis et opportunités pour les femmes et jeunes filles dans le secteur des TIC. Ce secteur est pourvoyeur d'emplois.
Ce secteur est à forte croissance. Ce secteur a un fort taux de participation au niveau du PIB des différentes nations. Et il est important justement d'attirer le regard de nos gouvernants, le regard des parents d'élèves, des élèves elles-mêmes et toutes les parties prenantes sur le fait que les TIC sont un formidable vivier d'emploi. De la même manière que nous disons que nous ne pouvons atteindre l'émergence sans utiliser les TIC, nous sommes obligés de développer l'accès aux femmes à l'employabilité, à leur autonomisation, pour en fin de compte avoir un levier puissant pour atteindre l'émergence que nous désirons tant. Rappelons que ce forum précède la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC qui se tient ce jeudi 23 avril, une initiative internationale soutenue par les États membres de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les maisons d'arrêt et de correction en Côte d'Ivoire sont confrontées à de nombreuses difficultés. Indiscipline, surpopulation, insalubrité, mauvaise alimentation. Une situation difficile à supporter aussi bien pour les détenus que les responsables des prisons. Pour aider à l'amélioration des conditions de détention dans les prisons, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, initie un séminaire à l'intention des régisseurs de prison. Objectif, renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure gestion des établissements pénitentiaires. La gestion implique plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comment il faut élaborer un budget et faire en sorte que ces budgets tiennent du 1er janvier au 31 décembre. De sorte que les détenus aient suffisamment de nourriture de qualité et en quantité, que les détenus aient accès aux soins acceptables, que les détenus vivent dans des conditions d'hygiène acceptables. Les difficultés dans les prisons sont bien connues par les autorités. Plusieurs actions sont donc menées pour y remédier. Vous avez vu, sur plusieurs années de suite, nous avons eu des grâces collectives qui ont permis de diminuer le nombre de détenus dans les prisons. L'État a fait un gros effort en augmentant le budget alloué à l'alimentation des détenus. Ce séminaire est le 5e du genre organisé par le CICR. Il vise à favoriser les échanges pour la mise en œuvre de solutions concrètes et adaptées aux problèmes identifiés dans les prisons. L'armée est intervenue pour la première fois pour lutter contre les récentes violences xénophobes qui ont fait 7 morts. 11 suspects ont été arrêtés lors de cette opération dans un quartier chaud de Johannesburg. Le pouvoir, accusé de rester passif, a finalement réagi alors que le calme est quasiment revenu depuis quelques jours. En 2008, des émeutes anti-étrangers avaient déjà fait 62 morts. Les appels à une action internationale se multiplient après une série de drames en Méditerranée. L'ONU a maintenant interrogé la plupart des survivants de ce naufrage tragique dans la Méditerranée. Selon eux, le bateau est parti de Tripoli en Libye samedi matin. Il y avait environ 850 personnes à bord, dont 350 Érythréens, ainsi que des ressortissants de Syrie, Somalie, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Nous estimons que le nombre de morts s'élève à plus de 800, ce qui en fait l'incident le plus meurtrier dans la Méditerranée que nous ayons jamais répertorié. Comme vous le savez, en 2014, la Méditerranée est devenue la frontière à traverser la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants. En moyenne, 1 personne sur 50 qui a tenté cette traversée a péri. Pour cette année, c'est 1 sur 18. Alors les choses vont vraiment dans la mauvaise direction. L'Europe devrait aider les gardes-côtes libyens. Nous avons des hommes et des compétences professionnelles. En fait, depuis le début, l'Union européenne refuse de venir au secours des personnes qui sont naufragées, en espérant que justement le fait qu'il y ait des noyés, si on peut dire très crûment, le fait qu'il y ait des noyés va décourager les candidats justement à la traversée. Or, ce que l'on constate, c'est que finalement, depuis l'arrêt de Mare Nostrum, le flux migratoire continue, voire augmente par période, que par contre, le nombre de morts, lui aussi, augmente de façon considérable. Personne ne demande à l'Europe d'accueillir tous les migrants. La question n'est pas là. Mais quand vous voyez que l'année dernière, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui ont été accueillies, quand vous ramenez ça à la population européenne, c'est 0,1%. Est-ce que l'Union européenne ne peut pas accueillir 0,1% de réfugiés ?
L'exemple le plus flagrant, c'est la crise syrienne. 4 millions de réfugiés en dehors de la Syrie et l'Union européenne n'a accueilli de cette façon-là, c'est-à-dire en étant proactive et en allant chercher les réfugiés, que 40 000 personnes. C'est totalement déplorable, insuffisant et ça explique en partie le fait que les personnes sont poussées à prendre des voies irrégulières et dangereuses aujourd'hui. Le naufrage d'un chalutier au large de la Libye a fait 800 morts ce week-end et la marine militaire italienne a annoncé avoir sauvé 450 migrants à bord d'un autre chalutier mardi. Un sommet européen extraordinaire doit avoir lieu ce jeudi. Un homme accusé d'avoir un projet imminent d'attentat arrêté à Paris. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'homme connu des services de renseignement voulait s'attaquer à des églises. Il est aussi soupçonné dans le meurtre d'Aurélie Châtelain, une jeune femme retrouvée morte dans une voiture dimanche à Villejuif. Dans la matinée, une femme a été arrêtée à Saint-Dizier en lien avec cette affaire. Dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Puis son implication dans le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, retrouvée dimanche matin dans sa voiture, stationnée sur la voie publique. Le suspect a immédiatement été placé en garde à vue par la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris, saisie conjointement avec la direction générale de la sécurité intérieure. Cette mobilisation, elle est permanente. C'est celle aussi qui permet régulièrement l'arrestation, l'interpellation d'individus qui veulent se rendre en Syrie ou en Irak. C'est cette mobilisation et cette réactivité aussi qui a permis de découvrir l'identité de cet individu.